Pourquoi le mot rouge revient aussi régulièrement chez Edgar Poe, en l'absence, sinon, d'autres couleurs et termes de couleurs. Or, la pureté, j'allais dire la luminosité des noirs, mais le noir comme étant ce qu'on n'arrive plus à distinguer, ce qui est opaque et pourtant vous affirme présence de la nuit. Et ce qui fait exister le noir, c'est-à-dire les reflets, ce qu'il peut y avoir de tranchant à des ors, à des filaments d'argent, à des éclairs parfaitement blancs. Alors, pour aller voir ce mot rouge, évidemment, le masque de la mort rouge. Un autre versant de l'exercice qui pourrait représenter cette idée d'ouvrir chaque jour un texte d'Edgar Poe, ce serait de ne pas se référer au texte, d'essayer seulement de se souvenir de ce qu'il évoque. Cette idée de la mort qui frappe, comme juste après, il y a le roi peste qui a un texte burlesque, mais toutes les épidémies, toutes les menaces d'une société, tout ce qui, à distance, condamne à mort. Et c'est pas forcément besoin pour ça de la peste ou d'une épidémie ou de ce qui vous ronge à l'intérieur, comme la phtisie. Est-ce qu'on crache rouge à emporter la jeune épouse d'Edgar Allan Poe, épousée quand elle avait 13 ans et lui 24, mais quand elle a 24 ans, elle est à bout de la consomption phtisique. Donc le masque de la mort rouge, cette mort, c'est là encore quelque chose qui vous prend par le dedans. C'est pas simplement une menace qu'on pourrait traiter allégoriquement. Et ce dont je me souviens, évidemment, il y a cet enfoncement petit à petit de salle en salle. Il y a les fêtes, il y a celui au bout qui dénie la menace, qui nie le danger, qui fait comme si rien ne pouvait l'atteindre et qui en fait la démonstration par la magnificence de sa fête. Et cette enfilade de salles, elle est comme on avance dans un rêve. Une salle, un monde. Et à mesure que tu reconnais ce monde, il semble que tu passes dans le monde suivant. Et c'est une autre salle, et c'est d'autres arrangements, et tu continues, tu marches en avant, et puis jusqu'au bout, où là justement parce qu'on est dans la salle ultime, on est prêt, on est déjà dévoré, on est déjà mangé, on n'a plus qu'à être emporté. Et c'est pour ça que ce texte, le masque de la mort rouge, est si profondément, hautement dérangeant. Pourquoi en même temps c'est pas un texte aussi... C'est un texte qui a assuré à Poe aussi légende, succès, Edgar Poe, l'auteur du masque de la mort rouge, mais peut-être moins présent pour nous que les histoires de Dupin, la lettre volée, double meurtre dans la rue Morgue, que probablement j'irai pas voir ici. Et puis tout à l'autre bout, ce par quoi nous, on terminera notre parcours, la maison Usher. Peut-être justement pour cette magnificence, peut-être justement pour assumer pour une fois le luxe de la phrase, la somptuosité de la phrase. Et pourtant, que c'est justement ça qui se replie, s'effondre et emmène dans cet effondrement, dans ce repli, celui qui avait nié le danger du réel. The Red Death had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal or so hideous. Blood was its avatar and its seal, the redness and horror of blood. La mort rouge
longtemps dépeuplé la contrée. The country, le pays, had long devastated the country. Avait pendant longtemps dépeuplé, had long devastated. La mort rouge depuis longtemps mangeait le pays. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Ça, c'est le problème qu'on a tout le temps dans H.P. Lovecraft. Le mot Aides, comme il l'aime, lui aussi. Et c'est pas hideux. Quelquefois, dans mes trades Lovecraft, je mets hideux. Mais Aides, c'est pareil. C'est pour ce travail sur... il faut que ça colle aux mains. Il faut que ça pègue, comme il dirait là, dans le sud. Horrible, horrible. Il y a aussi ça. C'est aussi un des petits points qui relient Edgar Poe et Lovecraft. Ne fut si fatal, si horrible. Son avatar et son sceau, c'était le sang. Et ce qui est bizarre, c'est que Edgar Poe dit bien, blood was its avatar and its seal. Le sang était son avatar. Avatar, là aussi, on a une utilisation moderne, peut-être affaiblie du terme. C'est-à-dire, le sang était ce qu'il représentait. Avatar, gardons le mot avatar. Mais, et son sceau. Et Baudelaire enlève. Pour juste... ensuite, Edgar Poe, The redness and horror of blood. Et là, lui, la rougeur et la hideur du sang. Et ce qui est bizarre, c'est que The redness and horror, Heideos, juste avant, il a traduit par horrible. Et là, on a la rougeur et l'horreur. Eh bien, il met la rougeur et la hideur. Parce que la rougeur et l'horreur, la rougeur et la hideur. C'est-à-dire, pour renforcer cette fin, c'est l'explication de ce pourquoi avant, il a remplacé Heideos par horrible. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Là, je lui en veux un petit peu. C'est pas la contrée, c'est le pays. Et dévaster le pays, c'est pas dépeupler là. Bon, laissons. On le respecte, notre Baudelaire. Disons que Edgar Poe, en traduisant le texte de Baudelaire, a renforcé son idée. Mais pourquoi pas? La mort rouge avait pendant longtemps dévasté le pays. Jamais peste si fatale, si horrible. Son avatar, son sceau, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. And then profuse bleeding at the pores with dissolution. Là, peut-être typiquement, l'invention de la description de l'horreur, là où elle n'a plus de nom, mais où elle peut exister sémantiquement, syntaxiquement, syntagmatiquement, en tout cas, être phrase au-delà de toute représentation, puisque justement, tout ce qu'on dit, c'est une dissolution. Et là encore, ce centre dans Edgar Poe, d'où Lovecraft se prépare à ouvrir la porte. Ohé, je suis là! Des taches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au banc de l'humanité, et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince était heureux et intrépide et sagace quand ses domaines furent à moitié dépeuplés. But the prince was happy and dauntless and sagacious when his dominions were half depopulated. Là, il y a vraiment dépeuplé. Donc, Baudelaire, je ne vois pas pourquoi tu me l'as changé dans la première phrase. Il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers, les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ces abbayes fortifiées.
ça ne pas l'oublier, que cet enfoncement de salle en salle commence par avoir choisi le lieu, l'abbaye isolée, l'abbaye fortifiée, et la transformer pour abriter en son sein ce qui va être cette fête réservée à 1000 privilégiés qui sont censés ne jamais l'attraper, la maladie. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur, de fermer toute issue aux frénésies du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes, il y avait le vin. Ce qui est très étrange dans ce début où il y a évidemment des choses que nous on aurait appris à connaître, hein. La contagion, le confinement. Et la semaine dernière, en travaillant sur le vieux saltimbanque de Baudelaire, je disais comment c'était étrange que les forains, que ces pratiques de l'art, où l'art commence dans l'humilité, avec les mains, le tour de force, le violonneux, comment c'était aussi absent de... Comment ça pouvait être aussi absent alors que Daumier, par exemple, les places au centre, eh bien, voilà que soudain, ici, ils reviennent, et ils reviennent par énumération. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes, c'est-à-dire que le beau et les saltimbanques, c'est pas exactement la même chose, et que là, justement, dans cet interstice entre le beau et le danseur et le violonneux, est-ce qu'il n'y a pas le malsain de l'art et l'enjeu de l'art? Le mot saltimbanque. Et ça finit, il y avait le vin. Je crois que cette phrase, quiconque peint, écrit, dessine, joue de la musique, vient sur une scène de théâtre ou de danse, peut l'appréhender pour lui. Il y a quelque chose de sade aussi dans cette abbaye qui se renferme, qui réinvente toutes les licences. Est-ce que Poe connaissait ça de peu probable? Et puis, Baudelaire, en dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité, avec sa petite ironie sur le mot sécurité, point, au dehors, virgule, la mort rouge. Et le long paragraphe commence par la mort rouge et finit par la mort rouge. Est-ce que c'est la même chose? Je suppose chez Edgar Poe. All this insecurity without was the Red Death. Là, Baudelaire n'a fait que transposer. Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de la retraite, tout d'un coup, la longue ellipse, que le prince gratifia ses 1000 amis, le masculin générique qui évite de se poser plus de questions, d'un bal masqué, avec la plus insolite magnificence. Paragraphe, donc le 3e, tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait 7, une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droite, quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout, sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et son goût très vif pour le bizarre.
Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque retour, et à chaque coude un nouvel aspect. À droite, à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre colorié, en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée, étendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et vertes les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée, la cinquième blanche, la sixième violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlate, d'une couleur intense de sang. Et voilà comment, en 2 pages, vous ajoutez à l'universel de la littérature, eh bien, une salle qui n'avait jamais existé auparavant. C'est un texte qui est dur parce qu'il est simple. Je veux dire, il est simple dans son économie narrative. Et c'est cette simplicité de l'économie narrative qui permet à cette simple progression linéaire du masque, mais chargée évidemment de la terreur et de la catharsis, l'accomplissement ultime, qu'on lui suppose et qu'on lui accorde dès qu'il paraît et avance sans qu'on puisse le retenir, toute son effectivité. Ça n'empêche pas d'admirer profondément, précisément, tout le travail d'orfèvrerie qu'il faut pour produire cette simplicité, cette rigueur. On s'en lit juste un tout petit passage. Et la fête tourbillonnait toujours lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta. Le tournoiement des valseurs fut suspendu. Il se fit partout, comme naguère, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois 12 coups à sonner. Aussi, il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule. Que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient. Là, that more of thought crept with more of time into the meditations of the thoughtful among those who revelled. Charles Baudelaire, post-mortem, je te présente mes excuses. Thought crept, thoughtful among. La répétition que tu te contrains à reproduire était bien chez Edgar Poe. Mais les échos de la sonnerie s'évanouissent. Il y a le passage au présent. Ils n'ont duré qu'un instant. La rétraction sur le temps référentiel de durée nulle. Et à peine ont-ils fui qu'une hilarité légère et mal contenue circule présent partout. Et la musique s'enfle de nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent çà et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer, car la nuit avance et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang, et la noirceur des draperies funèbres est effrayante. Et à l'étourdi qui met le pied sur le tapis funèbre,
l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques, tourbillonnant dans l'insouciance lointaine des autres salles. Même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front ainsi que tous les traits de sa face étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. « Qui ose ?» demanda le prince d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui. « Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire? Emparez-vous de lui, démasquez-le, que nous sachions qui nous aurons à pendre au créneau au lever du soleil. » Ce fut alors que le prince, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, s'élança précipitamment à travers les 6 chambres où nul ne le suivit, car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de 3 ou 4 pieds du fantôme qui battait en retraite, quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit, et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince tombait mort une seconde après. Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire et saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue, droite et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie, ne logeait aucune forme palpable. On reconnut alors la présence de la mort rouge. Elle était venue comme un voleur de nuit, et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux, et les flammes des trépieds expirèrent, et les ténèbres et la ruine et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité. And the flames and the tripods expired, and darkness and decay and the red death held illimitable dominion over all. Bon, j'ai lu 1 page et demie du début, 1 page et demie de la fin. Ça fait 3, le texte en fait 7. Ça vous promet une belle soirée.